J'ai vu plein de films récemment et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans des mini-critiques de films que j'ai vus ces dernières semaines. Il y en a pas mal que vous attendiez et j'ai envie enfin de vous partager mon avis. L'ordre il est simple, c'est chronologique, ce que j'ai vu en premier, ce que j'ai vu en dernier, ça s'est arrêté cette semaine. Il y aura les timecodes dans la description et le commentaire épinglé et évidemment je vais pas reciter les films que j'ai évoqués en critique à chaud ou les films sur lesquels je prépare déjà des vidéos. C'est un avis rapide, pas une critique complète, pas de spoiler, j'attends votre avis dans les commentaires et vous trouvez tous les films et les séries et les jeux que je regarde sur Letterboxd, Serialized ou Backlogged. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Letterboxd, c'est déjà bien. J'ai pas vu de nouvelles séries pour le coup récemment. J'en regarde plein en ce moment, mais aucune qui s'est achevée, surtout les nouvelles. J'ai envie de commencer avec un film qui s'appelle Encounters at the End of the World. Alors pourquoi j'ai regardé ce film? C'est qu'il y avait une trend TikTok sur ce film, la fameuse trend avec le pingouin, et je me suis dit, enfin, je dois le regarder, parce qu'il était sur ma liste depuis longtemps. C'est un film de Werner Herzog, et vu qu'il y a eu la trend, je me suis motivé, je l'ai regardé, c'est 1h40 à peu près, et pour ceux qui ne savent pas, c'est grosso modo un documentaire du réalisateur, qui est connu pour faire beaucoup de documentaires assez iconiques, évidemment Grizzly Man étant son plus connu, et c'est donc un film sur les habitants de l'Antarctique, et au début on pense, mais sincèrement, que cela va se concentrer sur leur vie, leur passé et leur routine. Mais en fait, l'œuvre, elle évolue au fur et à mesure vers quelque chose de plus spirituel, quelque chose de plus existentiel, chose qui intéresse énormément Herzog. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'au fait, les gens qui sont sur cette île, enfin, techniquement c'est une île, j'ai envie de dire, mais bon, l'Antarctique quoi, sont des outsiders. C'est des rêveurs qui ont complètement décidé de rejeter la société actuelle pour vivre une expérience unique, rare, mais à la fois en termes de solitude, mais en même temps en tant que communauté. Parce qu'évidemment, tu n'es jamais seul là-bas. C'est des gens qui se posent des questions sur plein de choses, les créatures qu'ils voient là-bas, la nature qui est évidemment hostile, mais en même temps magnifique. Il y a un truc sur le froid, sur la beauté de la désolation de l'Arctique, c'est vraiment fabuleux visuellement de ce point de vue-là, il n'y a rien à dire, parce qu'il y a une vraie beauté qui s'en dégage et les humains le comprennent. Et Herzog, il est intéressé par ça, il a envie de comprendre pourquoi est-ce que les humains trouvent cette zone belle. Et c'est ça qui va être fascinant dans l'œuvre, c'est comment ces gens-là, qui sont des outsiders, se retrouvent ici et sont un peu hypnotisés. Sont fans, il y a un truc presque religieux, une connexion un peu immaculée entre les humains et certains endroits qui pourraient te tuer en littéralement quelques secondes sans équipement, parce qu'évidemment il fait très très froid, il y a des zones où il y a du gaz et des choses comme ça, donc je trouve que c'est fascinant comment le but de l'œuvre, c'est de montrer à quel point on est petit dans l'univers. Il y a un truc évidemment sur la place de l'homme sur Terre, dans l'histoire aussi, et l'absurdité de l'être humain. Je veux dire, il y a un truc sur l'avenir dans le film, ils réfléchissent à comment ils vont essayer de créer un endroit que les gens ou les aliens pourraient découvrir dans des siècles. C'est un truc par rapport à ça, sur laisser sa marque sur Terre, et je trouve que c'est assez beau et en même temps assez cynique à certains moments sur le monde qui part en vrille à cause évidemment des problèmes écologiques et des problèmes politiques. Donc ils veulent tous un peu préserver l'histoire et ne pas forcément devenir qu'un grain de poussière dans l'univers. Pourtant ils sont tout petits, surtout sur ces étalés, mais en fait on se rend pas compte, mais c'est gigantesque comme continent, et en fait ils ont envie d'avoir une importance et d'exister à travers le monde pendant des millénaires, et je trouve que c'est fascinant, sans même parler de la beauté des passages aquatiques, où là il y a un truc vraiment, on dirait une cathédrale de glace, c'est magnifique. Il y a vraiment ce truc où ils ont envie de créer une connexion, une communauté, et c'est là qu'intervient ce fameux pingouin, évidemment, qui représente un peu cette envie autodestructrice de l'homme, de quitter sa routine pour aller vers un destin individuel et tragique face à la cruauté du monde, un petit peu. Et en fait, la nature s'en fiche des humains, s'en fiche des animaux, elle tue. Enfin, elle tue. Pas par volonté, hein, mais parce que la nature est dure, elle est cruelle, surtout dans un endroit comme ça. Et le pingouin, il symbolise un peu ça. C'est le côté autodestructeur de l'homme qui doit vivre en communauté pour survivre. Et c'est l'histoire des humains là-bas. Sans communauté, tu meurs, c'est dangereux. Et je trouve que c'est un super documentaire parce que Herzog, il s'intéresse vraiment à ça. Il s'intéresse à l'humain derrière. Pourquoi, le côté très spirituel, la convivialité qu'ils vont avoir. Et je trouve ça vraiment fascinant par les endroits souterrains, par les grottes qui ont toujours une sorte de symbole assez fort. J'ai vraiment beaucoup aimé ce documentaire, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est très chaleureux, sans mauvais jeu de mots évidemment, et c'est en même temps très touchant, donc je le conseille. Ensuite, je me suis rematé le premier Silent Hill de Christophe Gans de 2006, et c'est vrai que c'était pas mal, honnêtement. Celui de 2006, j'avais un souvenir plutôt ok, et je l'ai revu, et j'étais assez étonné par la qualité. Parce que même si moi, je connaissais pas bien la licence, on va en parler dans quelques secondes, parce que je me suis fait Silent Hill de remake, c'est le premier Silent Hill que j'ai fini de A à Z, les films, j'ai déjà vus à l'époque, quoi. Je les ai vus quand j'étais gamin, quand il était sorti, j'ai été un peu trop jeune, ça me faisait peur. Pyramid Head, à un moment, il enlève la peau de quelqu'un, je trouvais ça terrifiant. Mais là, je me suis remis devant le film. Oui, c'est un peu bordélique. C'est l'histoire, littéralement, d'une famille qui est à la recherche de leur fille dans Silent Hill. Et c'est problématique en termes de rythme. Il y a certains moments, surtout au début, tu sais pas trop ce qui se passe, ça va un peu dans tous les sens.
c'est un peu, oui, vraiment bordélique, hein, c'est le terme, il y a trop d'intrigues, il y a trop de personnages et tout, mais en tout cas, ce qui est bien, et c'est pour ça que les gens aiment bien ce film, hein, c'est l'ambiance. C'est l'atmosphère qui est créée dans la fameuse ville de Silent Hill, parce que du coup, c'est une enquête de 2 personnages qui vont chercher leur fille, et dans cette ville complètement hantée, abandonnée, c'est une plongée, mais vraiment lente et angoissante, avec une touche de mélancolie. C'est un petit peu triste. Il y a un petit peu un truc sur la désolation aussi d'une ville qui a été abandonnée, peut-être il y a eu une crise, peut-être il y a eu une attaque nucléaire. En fait, tu sais pas trop ce qui s'est passé. Il y a un peu le doute sur ce qui se passe dans ce monde. Évidemment, comme dans tous les jeux Silent Hill, il y a ce truc où la ville est le reflet des craintes des personnages principaux. Donc là, ça va beaucoup parler de l'enfance, la peur des parents qui sont vraiment utilisés contre eux tout simplement. Il y a ces monstres répugnants. Alors ils prennent des jeux vidéo, même si ça n'a aucun rapport avec James du deuxième jeu et du film qui est sorti récemment, mais c'est le symbole, quoi, ce genre de truc. Donc c'est des monstres qui sont menaçants et qui représentent la peur de perdre un enfant. Il y a des interactions très étranges avec d'autres humains, tu sais pas trop ce qui se passe. Donc je trouve que l'ambiance est vraiment bien. J'adore le sound design très industriel, métallique, qui crée encore une fois une sorte de distance entre la nature qu'on voit au début du film. Il rentre en lien direct avec mais cette austérité clairement de la ville, les symboles religieux, parce qu'il y a une secte quand même dans Silent Hill, et il trouve pas mal de choses, même si je trouve qu'en termes de dialogue, oui, c'est un peu gênant volontairement, et la musique fonctionne pour te mettre mal à l'aise. Il y a des choses qui sont un peu bancales, quoi. Il y a certains monstres, certains jumpscares, certaines séquences qui sont un peu trop simples, qui sont pas dingues. Je trouve que le rythme du film est pas bon du tout. Pour le coup, c'est un peu trop long pour ce que c'est. T'es jamais plongé, je trouve, dedans en termes de rythme, parce que sinon, c'est plutôt bien fait en termes de mise en scène. Il a des idées. Et c'est un film d'horreur efficace. C'est ça que je veux dire par là. Je veux dire, c'est un film sur la parentalité, sur le couple, des fantômes qui représentent ses craintes, les traumas qui les hantent. Voilà, il y a plein de monstres déformés satisfaisants à voir. Pyramid Head, pour le coup, il est vraiment iconique ici. Il y a clairement des problèmes sur le film qui traite mal certains personnages, dont celui de Sean Bean qui est dedans. Et il a un rôle mais anecdotique et complètement raté. La fin est grotesque, ils en font des caisses. Mais globalement, ça fonctionne. Globalement, c'est divertissant, ça le fait. Dommage que c'est trop long, dommage qu'il n'y a pas assez d'émotion, dommage qu'il joue un peu à fond sur la musique classique de Silent Hill qui est en boucle, mise à droite à gauche, mais ça reste violent, ça reste jouissif, ça reste gore, et tu sens l'amour pour la licence. Et juste pour ça, franchement, je dirais pas forcément que ça vole des tours, mais c'est sympathique et je pense que les gens vont le regarder avec pas mal de plaisir, contrairement au prochain. Parce que oui, et je vais aller vite, hein, le prochain c'est Silent Hill Révélation 3D. Oh là 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 là, mais quel carnage, que c'est horrible. C'est vraiment une catastrophe nucléaire. Déjà, dès qu'un film a le mot 3D dedans, tu sais que c'est de la merde. Tu sais que si le titre c'est 3D, ça va être catastrophique. Et c'est un peu une catastrophe nucléaire, hein, disons les choses. Le titre horrible. Et tu sais dès le début que ça va être nul parce que la scène d'introduction, elle est mais vraiment immonde. Elle est grotesque. Tu vois qu'en termes d'effets spéciaux, c'est une catastrophe. Ça sent plus le nanar. Et tu vois qu'il voulait faire quelque chose que n'est pas clairement la licence, c'est-à-dire une sorte de version torture porn violente et grotesque à la Saw ou Hostel, et je trouve que ça marche pas en termes d'acting. Tous les acteurs sont ridicules. Alors il y a Kit Harington dedans, c'est n'importe quoi, il est méga nul. Il y a tous les monstres iconiques de Silent Hill 2 pour attirer le monde de manière générale, mais il n'y a pas une seule bonne idée, quoi. Je veux dire, il n'y a rien dedans, quoi. Si l'acting marche pas, bah t'as du mal à t'attacher au personnage, ils sont hyper mal écrits, il y a une question d'harcèlement, ce genre de choses. Les monstres, ils représentent plus du tout les craintes des personnages. C'est vraiment des monstres pour mettre des monstres. Ils ont essayé d'avoir une approche vraiment plus violente, gore, moins industrielle, moins métallique. Enfin, j'ai fait qu'un jeu Silent Hill, hein, mais je trouve qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Pour le coup, c'est un ratage, mais total, de A à Z. Il n'y a pas d'idée de mise en scène, ça va mais vraiment dans tous les sens. Le rythme est infâme, pourtant il est bien plus court. Les jumpscares sont ratés, c'est violent pour rien. C'est n'importe quoi. Ils voulaient vraiment à ce stade-là faire un peu une licence à la Saw, Destination Finale à certains moments, ce genre de truc où il y avait la mode de la 3D, mais je sais pas comment l'apprécier. Peut-être en mode nanar, ultime, ridicule. Oh, Sean Bean qui est de retour, qui a un rôle mais infâme, le pauvre quoi. J'espère qu'il a pris un gros chèque parce que c'est vraiment pas bien et ça n'a pas de sens. L'histoire, ça n'a pas de sens avec lui, avec le... Apparemment, c'est le 3 qui est adapté, je crois, un truc comme ça. Non, c'est horrible, horrible. Il n'y a rien de bien, honnêtement, dans le film. J'ai rien trouvé où je me suis dit, ah, ça c'est sympa, ça c'est une bonne idée, ça c'est quelque chose, une tentative. Non, c'est infâme. Il n'y a rien de bien. Peut-être les fans du jeu vidéo vont trouver des trucs sympas en termes littéralement d'adaptation, mais moi j'ai trouvé que c'était l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'était 1h30 où je me suis dit, mais c'est pas possible. Par contre, en tant que nanar, allez, pourquoi pas, peut-être, là on peut l'apprécier, mais en tant que film sérieux, ça ne va pas du tout. Et du coup, pause jeu vidéo, parce que je me suis fait Silent Hill 2 Remake avant de voir Return to Silent Hill, qui est une adaptation directe de Christophe Gans du jeu vidéo. Et donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de James Sunderland qui essaie de trouver sa femme à Silent Hill, sauf que sa femme est décédée il y a des années, mais il a envie d'y croire, il a reçu des lettres, il y croit, il y va.
Et j'aime beaucoup en fait l'ambiance très solitaire et mélancolique tout le long, avant de progressivement mais vraiment plonger dans la folie et la psyché de James, parce que c'est le but du jeu, hein, c'est de plonger vraiment dans sa tête. Il y a énormément de symbolisme avec les différents ennemis qui sont quasiment tous des femmes, par exemple, les personnages, les papillons de nuit. D'ailleurs, les papillons de nuit, c'était mieux fait dans le film récent de Christophe Gans, je trouve, que dans le jeu vidéo. La mémoire, surtout quand tu sauvegardes, par exemple, les reflets, il y a pas mal de miroirs, d'écrans. C'est vraiment un jeu qui est introspectif pour James. Et nous, on est dans sa peau, évidemment, parce qu'on l'incarne. Ça manque évidemment de subtilité concernant les thématiques de trauma, de culpabilité et la résolution du jeu, mais c'est pas grave, je veux dire, c'est un jeu vidéo, je le regarde pas comme un film, je suis là pour jouer. Pour moi, le gameplay, c'est la chose la plus importante dans un jeu vidéo, mais l'exploration de l'univers est, je trouve, anxiogène et cool. Et j'avais peur, hein, j'avais vraiment peur pendant un long moment. Toutes les rediffs sont disponibles sur Twitch et sur ma chaîne secondaire où il y a tous mes trucs Twitch, donc je les fais en direct avec vous, hein, ça pour le coup. Et le but est vraiment en fait de déconstruire et de révéler au fur et à mesure le trauma de James dans un jeu qui est très couloir, évidemment, mais qui utilise très bien, je trouve, la narration environnementale. Tu comprends ce qui se passe sans que le jeu te dise tout le temps son histoire. Donc il y a des choses de level design, claustrophobique, de sound design industriel qui m'ont fait peur au début, encore une fois, même si je me suis assez vite habitué. Le premier donjon, entre guillemets, était assez flippant, je trouve. Le deuxième, ça allait, et puis après, ça allait de mieux en mieux. Je recommande d'ailleurs de désactiver la radio, parce que pour moi, la radio, elle gâche vraiment l'ambiance du jeu, et de beaucoup utiliser la carte, car les niveaux sont volontairement labyrinthiques. Mais je trouve que ça marche bien en termes de game design, parce qu'en fait, t'as peur du monde, t'as peur des couloirs, t'as peur de l'univers, et en même temps, t'en apprends sur l'univers, t'en apprends sur les monstres, t'en apprends sur plein de choses comme ça. Oui, le jeu est un peu trop kitsch à certains moments, je trouve que c'est presque au point de ruiner un peu l'atmosphère, mais je défends quand même le gameplay qui est volontairement rigide. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le gameplay, mais je trouve que ça participe bien en fait à la peur. Le cœur du jeu reste ces fameux donjons plutôt que l'exploration de la ville, et tant mieux, et t'es dedans quoi, t'as peur, c'est flippant, l'ambiance est bien, il y a des niveaux que j'ai adorés, comme celle de la prison, qui était à la fois fun, et en même temps un peu envoûtante et flippante avec le sound design, des monstres qui étaient sur les murs, le chrono avec la lumière et tout. Il y a de bonnes idées, il y a de bons ennemis, il y a de bons niveaux, je trouve que c'est le design et l'ambiance en fait qui sauvent beaucoup du jeu. Ça manque de diversité par rapport aux ennemis, on est d'accord. Ça dure 16 heures de jeu, ce qui est peut-être un petit peu trop. J'aurais peut-être un peu réduit le jeu, mais c'est quand même efficace. Mais bon, pour le nombre d'heures, peut-être plus de monstres auraient été intéressants. En tout cas, c'est surtout fun quand t'es face à Pyramid Head, par exemple, qui arrive toujours à te jumpscare, ou contre ces foutus mannequins chromosomiques que tu détestes, qui sont toujours dans un coin de la pièce et tout. Ça crée des vrais traumas par rapport au jeu. Mais à la fin, même si au début j'avais peur, à la fin j'étais assez satisfait d'avoir fait. J'étais assez content. Il y a des passages qui sont vraiment réussis, surtout quand t'as des habitudes par rapport aux armes, clin d'œil. Et d'un coup, les habitudes évoluent, elles changent, et le jeu t'oblige à faire certaines choses que t'as pas envie de faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a des moments un peu uniques et innovants par rapport au gameplay que t'as. Un peu long quoi, je trouve juste un peu long en termes de rythme, c'est pas exceptionnel, mais je trouve la fin et la révélation cool, je trouve que c'est bien fait, c'est sympa, et en même temps je suis hyper déçu par rapport au combat de boss que j'ai trouvé tous mais nuls. Il y en a un par rapport à un personnage humain qui était pas mal, mais tous les combats de boss, je trouve que c'est une catastrophe parce qu'en fait le jeu il est pas fait pour les combats. On peut dire ce qu'on veut, hein, le jeu est pas fait pour les combats parce que c'est rigide, les gunfights sont pas dingues et tout, il est fait pour l'ambiance, pour le fait d'explorer et tout. Et maintenant, face au boss, du coup, le premier n'était pas du tout en 3D, c'était en 2,5D, en tout cas, en 3D, mais une ambiance un peu différente. Et là, c'est vraiment, jeu moderne et tout. Et les boss, ils ont réadapté tous les boss, j'ai l'impression. Ils sont pas bien, quoi. Je suis désolé de le dire. Ils sont vraiment pas bien, ils sont pas intéressants, c'est les pires moments du jeu. Et quand t'as un niveau que tu kiffes et que le boss de fin est mauvais, c'est comme voir un film que tu kiffes et la fin, il est nul. Ça gâche pas mal de choses, quoi. Bref, donc je suis un peu déçu par rapport à ça. Mais sinon... ouais, jeu très cool, je suis content de l'avoir fait, c'est un jeu classique et tout, c'est un jeu culte. Donc 7 sur 10 quoi, pour moi. Un bon 7 sur 10, très très solide, que je considère, allez peut-être même 7,5 sur 10 si vous voulez, mais c'est très bien. Est-ce que c'est l'un de mes jeux préférés? Non. Est-ce qu'il va me marquer? Peut-être pas, mais j'ai passé un super moment à le faire et je suis content que le film m'a motivé à faire le jeu comme je me ferais les Resident Evil avant évidemment la sortie du film cette année. Je conseille quand même le jeu, même si apparemment l'original est meilleur parce qu'il est plus court, il est plus flippant, il crée un truc un peu différent peut-être. Mais en fait j'allais pas faire l'original parce que oui c'est trop vieux, j'avais pas la patience pour, il est moins accessible que le nouveau aujourd'hui, il faut peut-être sur PC avoir un émulateur de ce genre de choses, en tout cas je sais pas, mais je suis content d'avoir fait remake. Je suis content d'avoir fait l'histoire, l'ambiance était cool, je vais m'en rappeler, mais c'est pas non plus le jeu du siècle pour moi. Et j'ai envie de parler maintenant de nouveau de films, parce que même si je vous conseille le premier Silent Hill qui est sympa, et le jeu vidéo remake, j'ai envie de parler de Baize en ville. Et oui, c'est une sacoche, Baize en ville, hein, c'est pas... Alors c'est marrant parce que c'est à la fois une sacoche
et c'est le concept du film. Alors, quand j'ai vu l'affiche de Baiser en ville, je me suis dit, putain, pas encore une comédie à la con comme ça, mais les retours étaient assez positifs. Et oui, c'était adorable. En gros, c'est l'histoire d'un mec un peu déprimé et seul, hein, post-rupture, qui veut passer son permis pour trouver un travail. Sauf que il n'a pas d'argent pour passer le permis, mais en même temps, il n'a pas de travail parce qu'il n'a pas le permis. Donc c'est un peu compliqué. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il va rentrer dans une sorte de magouille de travail de nuit qui va l'obliger à bosser toutes les nuits. Mais en même temps, le lendemain matin, il doit être assez court de conduite. Il fait comment en fait? En fait, il faut qu'il trouve un endroit où dormir à côté de ses heures de conduite ou un truc comme ça, ou à côté de son taf. Et la méthode qu'il a trouvée, c'est de avoir des coups d'un soir avec des femmes à chaque fois, de se dire ok, je vais trouver une nana et je vais dormir chez elle, coucher avec elle, et puis comme ça j'aurai un endroit gratuit où dormir, loger, je me fais un peu d'argent, pas besoin de payer un hôtel. Et c'est le concept assez rigolo quand même, parce que tout le monde accepte que c'est un truc normal que les gens faisaient à l'époque. C'est un baiser en ville, quoi. C'est à la fois la sacoche, c'est à la fois la chose que tu dois faire. Et c'est une œuvre qui est très mélancolique, rite initiatique d'un jeune homme qui se cherche dans la vie. Sa solitude, elle est vraiment représentée par sa commune de Shell qui est complètement déserte, mais aussi ses problèmes familiaux, surtout avec sa mère. Et le cœur émotionnel, il est là, en fait. Il se trouve dans la nouvelle famille de substitution qui va se faire avec j'allais dire le frère, mais non, le copain de sa sœur, avec une femme, du coup, la monitrice de conduite qui va devenir un peu sa mère de substitution. Et son père de substitution, ça va être son nouveau patron de son travail de nuit. Donc il va reformer une nouvelle famille par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment original en termes de mise en scène. C'est très pop dans le montage et saturé dans la photo. Ça donne vraiment vie à un désert géographique de Shell, mais aussi émotionnel, parce que le mec est un peu vide. Du coup, avoir ces couleurs un peu saturées, ça crée une sorte d'énergie un peu nouvelle. C'est un film qui parle vraiment des endroits périphériques de la France et surtout de Paris, hein, et comment on s'adapte lorsque le système a complètement abandonné ce genre de commune, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a plein de panneaux en mode « Ah, vous êtes que à 15-20 minutes de Paris ». Pourtant, la différence entre Paris et cette ville, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est un truc de fou. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche parce que le film est vraiment basé sur les relations entre les personnages. Il y a des idées de mise en scène, sur le montage, sur les couleurs, sur la photographie, sur comment les personnages agissent entre eux. Je trouve que c'est vraiment bien écrit. Pour le coup, c'est à la fois drôle, mignon, c'est touchant. C'est 1h30. Du coup, c'est vraiment très très rapide. Ça se regarde très très bien. Et ça parle d'un truc quand même qui est assez rare dans le cinéma. C'est l'analyse du consentement du point de vue masculin et surtout un peu platonique. Parce que le mec, en fait, il doit baiser en ville, mais il n'a pas envie de baiser en ville. Et c'est là qu'il y a tout le débat sur qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il veut baiser avec des sentiments, est-ce qu'il veut juste, dans un système un peu capitaliste, gagner un peu d'argent et baiser en même temps. Parce qu'il y a ce truc par rapport à est-ce que c'est mieux l'hôtel, est-ce que c'est mieux de voir une meuf comme ça, coup d'un soir et passer à autre chose. C'est un peu, plein de personnages qui sont un peu en détresse émotionnelle. Et je trouve que c'est fascinant parce qu'on peut déjà se reconnaître un petit peu dans le personnage, tous à droite à gauche, un peu lui, un peu d'elle. Il y a un truc assez fun par rapport à ça. Et en même temps, il a plein d'idées. C'est un truc aussi existentiel sur l'univers. Il y a un truc par rapport à sa douche et le ciel. C'est bien, franchement c'est bien. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais franchement c'est 1h30, c'est super divertissant. Il est encore en salle si je dis pas de bêtises, donc ça vaut un peu le détour. C'est mignon et franchement je peux le conseiller. Donc Baiser en ville, que ce soit maintenant ou plus tard en VOD, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, beaucoup de personnes me demandaient mon avis sur le film Nuremberg. Alors c'est très très compliqué Nuremberg parce que franchement c'est un film en théorie qui devrait être important. Bon, je trouve que c'est un film qui est fondamentalement très peu intéressant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc l'histoire du procès, les procès de Nuremberg, mais surtout celui de Hermann Göring, qui était la personne la plus haut gradée de l'armée nazie après Hitler, en tout cas de ceux qui sont encore vivants après le suicide de plein de hauts fonctionnaires allemands nazis. Et je trouve qu'il y a déjà un problème parce que c'est un film américain et ça se ressent. Je veux dire, l'angle, il est 100% américain. Il y a très peu d'interventions d'autres pays. Il y a un peu le Royaume-Uni et des choses comme ça, mais c'est vraiment l'angle américain qui est privilégié. Du coup, ça force un récit un peu biaisé, un peu étrange. Et ce qui intéresse le film, c'est pas le procès en soi, c'est l'amitié entre le psy interprété par Rami Malek et donc le nazi Hermann Göring interprété par Russell Crowe. Et l'objectif est de déconstruire un peu l'humain derrière l'atrocité. En fait, en soi, l'idée aurait pu fonctionner parce que c'est un gros film de 2h30 quand même, donc c'est quand même une grande œuvre, mine de rien, et la relation qui se forme, elle est vraiment en soi un peu cool parce que t'as le psy qui devient ami avec quand même le plus haut fonctionnaire nazi encore en vie, quoi. Mais je trouve que l'œuvre, elle est constamment alourdie par de la paperasse, par de la bureaucratie, littéralement, t'as l'impression qu'il faut dire des choses pour le travail de mémoire, ce genre de choses, des personnages secondaires mais sans aucune personnalité, hein, genre tous les autres acteurs, pourtant t'as Michael Shannon dans le film et plein d'acteurs vraiment des très bons second couteaux, et là ils font pas grand chose, ils servent à rien, c'est un peu un film Wikipédia, il n'y a pas d'idée de mise en scène, il y a une scène un peu bien qui rappelle les horreurs de la guerre, et c'est une scène où les personnages regardent des images de vraies choses.
C'est des vraies images de ce qui s'est passé des camps de concentration. Du coup, tu te dis, ok, il y a un truc un peu méta où là, c'est la vérité et les acteurs réagissent à la vérité. Et c'est des images horribles pour le coup. C'est des trucs vraiment infâmes. C'est la seule idée de mise en scène. Sinon, c'est très académique, très simple. Il y a juste ce truc d'archive qui est bien et qui crée un truc un peu par rapport à l'œuvre méta qui aurait pu être intéressant. Mais en fait, c'est un film un peu à podcast. C'est-à-dire que genre, t'enlèves l'image, tu perds pas grand-chose du film. C'est très dialogue, beaucoup. Ça raconte tout à haute voix. C'est hyper explicatif parce que, bah, en fait, voilà, ça veut raconter l'histoire, ça veut raconter ce qui s'est passé. Voilà, c'est film podcast, film Wikipédia. C'est pas là pour t'expliquer la vérité non plus parce que ça reste un film de divertissement, de fiction. Mais en même temps, bah, ça a envie de le faire parce qu'il trouve que c'est important. C'est 2h30 quand même. Hein. C'est 2h30, donc c'est super long. Pour ce que c'est, il y a plein d'intrigues secondaires, mais inintéressantes. En fait, il n'y a même pas un focus sur l'amitié Rami Malek, Russell Crowe. Le focus est sur plein de choses, à droite, à gauche, mais constamment. Du coup, le film n'est pas du tout équilibré. Honnêtement, hein, ça, en 1h30, 1h40, c'est plié de manière, mais tellement plus efficace. Heureusement que le procès est bien. Pour le coup, il n'est pas très long, mais il est bien. Il y a un truc par rapport à ça. Mais en termes de drame, oh là là, quel enfer. En fait, c'est lourdingue à mort. Dommage, hein, parce que moi, je suis toujours fan de voir des choses qui parlent de ce travail de mémoire, à quel point c'est important et tout. Mais là, c'est vraiment le film qui ne tente rien, qui est vide, qui vous apprend rien, parce que bah, c'est faux, quoi. Ça reste du divertissement et c'est pas un cours d'histoire non plus. Pourtant, il essaie de l'être. Hein. Et c'est dommage parce que ce genre de sujet, ce genre d'histoire aurait mérité au fait un meilleur film. Encore une fois, c'est rempli de monologues chiants. En fait, c'est un film à Oscar, quoi. Film à Oscar qui a 0 nomination, pour rappel. Et c'est que des personnages qui font des monologues constamment. Regarde, je suis un grand acteur. Regarde, je peux jouer. Regarde, il me faut mon moment. C'est mal joué. Honnêtement, c'est mal joué. Alors, Russell Crowe, il s'en sort bien en Herman Göring. Rami Malek, pour moi, il prouve de jour en jour que c'est un peu une fraude, malheureusement. Les autres, ça va pas du tout. Pourtant, j'adore Michael Shannon. Il y a Leo Woodall qui aurait dû être pas mal, que j'aime bien aussi. Il y a plein d'acteurs que j'aime bien. Ils sont tous assez nuls. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'en fait, l'idée de base, le constat, il est très intéressant. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut déshumaniser les nazis? Non, mais c'est une vraie question. Les nazis sont horribles. Ils le sont. C'est les pires personnes sur Terre, on est d'accord. Mais en même temps, est-ce que les déshumaniser est une bonne chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas se dire, ok, regardez ces gens-là, ce sont des nazis, ce ne sont pas des psychopathes, ce ne sont pas des malades mentaux littéralement, ce sont des humains. Et les humains ont fait ça. Ils ont fait ce qu'ils ont fait de manière très humaine en soi. Alors, c'est pas humain ce qu'ils ont fait, mais ils restaient des humains et ils comprenaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient 100% conscients et 100% d'accord. Et l'idée du film, c'est vraiment, est-ce qu'il faut déshumaniser les nazis? Parce qu'on a envie de les déshumaniser, on a envie de faire ça, mais ça, c'est genre une scène. C'est genre 2-3 scènes max, allez, je vais être généreux. Et c'est trop dommage parce que si l'idée même d'avoir un profil psychologique de Russell Crowe, d'Herman Göring était bien et intéressante, ça aurait été encore mieux si littéralement ils utilisaient bien le sujet. Ils étaient à fond dedans. Parce que l'idée d'humaniser Herman Göring aurait été un parti pris scénaristique très intéressant. Tu dis, ok, on va le suivre, il est très humain. En fait, c'est pas vraiment ça, le film. Et c'est un peu dommage parce que moi, j'aurais adoré voir ce film-là du point de vue, pas forcément d'Herman Göring, mais voir ce film en se disant, ok, le but du film, c'est d'humaniser à mort les nazis, et ensuite de te rappeler à quel point ils étaient horribles, mais humains. Et là, je me dis, putain, il y avait un truc. Mais en fait, c'est pas ça. Enfin, ils essaient de faire un peu ça, mais c'est pas assez. Et je trouve que c'est dommage, et du coup, ça en fait pour moi un film assez mauvais, genre très mauvais, que je peux pas vraiment conseiller. Et c'est 2h30, très très longue. Donc malheureusement, pour moi, c'est une énorme déception. Un autre film, cette fois-ci, que je vais évoquer un peu plus rapidement, c'est Amour Apocalypse. En gros, c'est l'histoire d'un homme qui est dépressif et qui retrouve goût à la vie suite à une rencontre avec une femme mariée. Bon, déjà, c'est assez rigolo comme concept, c'est un film canadien. Et en gros, c'est un film sur l'angoisse existentielle et écologique de la vie. Comment vivre dans un monde qui tombe en ruine à cause de la pollution, de plus en plus d'immigrés climatiques arrivent et subissent les conséquences, dont eux qui vont devenir des immigrés climatiques. En fait, le film y interroge vraiment sur la possibilité d'un amour long terme dans un contexte aussi compliqué que cette éco-anxiété que beaucoup de personnes ont aujourd'hui sur comment choisir correctement son partenaire. Il y a un truc un peu aussi carpe diem. Tu dis, ok, cette femme, elle est mariée, mais est-ce qu'elle n'est pas plus heureuse avec ce mec-là un peu dépressif? Et lui, il serait évidemment plus heureux avec elle, mais elle a des gosses et elle est vraiment heureuse dans son couple. Mais en même temps, il y a un truc de destin. Est-ce qu'ils ne devraient pas être ensemble, heureux et tout? Il y a pas mal de trucs comme ça qui sont plutôt chouettes, qui sont mignons, et c'est vraiment un film voilà, sur la vie, un tout sur la technologie qui est en train de complètement déshumaniser les humains. C'est comme ça qu'ils se rencontrent d'ailleurs, c'est qu'en fait, elle est dans le service client d'une sorte de cube qui soigne la dépression, c'est un peu particulier. Il y a un apport au sexe qui est quand même très déshumanisant au final, qui parle vraiment pas beaucoup de manière émotionnelle aux gens. En plus, lui, il a un écart d'âge avec une personne avec laquelle il a une relation sexuelle au début. C'est très particulier, il y a un truc un peu d'autorité. Il y a pas mal de choses qui sont cool, mais c'est vraiment un film sur suivre
bah oui, ses instincts, ses émotions, ce qu'on ressent réellement dans la vie. Il y a une ambiance évidemment mélancolique, d'un peu de fin du monde, de solitude qui surplombe complètement l'œuvre, mais c'est adorable quoi. Et en plus, c'est une sorte de comédie romantique noire d'1h40. Voilà, ça se regarde bien, c'est divertissant, c'est cool. C'est sympa. Voilà, si vous avez envie de voir ce film, c'est pas une catastrophe, c'est même assez mignon avec pas mal d'idées. Et oui, je pense que je peux le conseiller aussi. C'est très cool et c'est un bon film canadien, donc pourquoi pas Amour Apocalypse. Un autre film que pour le coup j'ai adoré, il s'appelle Nino. Et Nino, c'est un excellent rattrapage parce qu'il est nommé évidemment au César et je vais rattraper tous les films des Césars d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme qui découvre avoir un cancer vendredi et qui déambule dans Paris et dans toute sa vie, grosso modo, le week-end avant de commencer la chimio le lundi. Et bon, clairement, hein, Théodore Pellerin, qui joue le rôle principal, il mérite un César pour la révélation de l'année, c'est sûr, vu son travail sur le film. Il dégage une tristesse et un désespoir que je trouve incroyable, beau, authentique, et un truc vraiment unique par rapport à ça. Son personnage, il est vraiment confronté à sa propre mortalité, quoi. Enfin, je veux dire, son week-end, qui devait être complètement normal, devient une sorte de balade existentielle dans laquelle il doit accepter son diagnostic. Donc en fait, il est en train de se battre contre... oui, sa propre vie, quoi. Il vit toutes ses interactions sociales et ses déplacements comme si, en fait, il hantait son propre corps, quoi. Il est limite sûr qu'il va mourir, quoi. Il pense que c'est fini, que c'est la fin. Il est vide, mais à la fois, il a une sorte d'envie profonde d'exprimer sa colère, son désir, son honnêteté avec ses amis, en fait. Donc c'est très à la fois cathartique et en même temps sincère et honnête. Et oui, ça fait penser un peu évidemment à Cléo de 5 à 7, mais Cléo de 5 à 7, bah, c'est de 5 à 7 littéralement le vendredi. Là, c'est tout le week-end. Il va déambuler, il va vivre des choses et tout. Et c'est une œuvre qui est pour le coup intime mais sincère, et ça qui est vraiment bien. Il rencontre des personnages différents à différents stades de leur vie aussi, que ce soit ceux qui ont des enfants, ceux qui sont encore en train de faire la fête, ce genre de choses, ceux qui sont en alternance. Donc il découvre différents moments de la vie pour se projeter un petit peu dedans, quoi, et voir ce qu'il peut vivre. Il a 28 ans, hein, je veux dire, il a mon âge, le personnage, donc il est là, imaginez, demain, moi, c'est fini, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je pense à ma vie, comment je la vis? Et c'est ça aussi qui est fort dans l'œuvre, c'est de pouvoir le voir se projeter, de voir à quel point il est convaincu que c'est fini, mais en même temps, il a un peu d'espoir à la fois. Il a le recherche de cet espoir tout le long du film, quoi, pour l'avenir, pour peut-être des enfants, pour espérer avoir une vie normal, même vu son diagnostic. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il essaye, quoi. Il essaie d'accepter, il essaie de se rendre compte un peu de la vie qu'il a, de ce qu'il ressent. Et on se sent vraiment très proche de lui, mais de manière automatique. Et peu importe la distance que la caméra marque avec lui, parce qu'il y a tout un travail de mise en scène sur la distance entre lui, dans Paris, parfois il y aura tellement d'éléments avant de le voir lui, comme le métro, ce genre de choses. Donc c'est très fort de ce point de vue-là. C'est très touchant, je trouve, et c'est 1h30, quoi. Je veux dire, c'est tellement bien. C'est dur d'en parler parce qu'il y a plein de trucs qui seraient spoilés, qui doivent être vus et vécus, mais je trouve que c'est vraiment très beau, c'est triste, c'est bien, il y a des idées tout le temps sur la vie, sur les relations sociales, sexuelles, où on en est dans cette vie, justement, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce que lui va vivre. C'est une belle idée, je trouve déjà, de faire ce genre de film, mais c'est aussi une sorte de petite fable sur voilà, un dernier week-end dans une vie normale avant de commencer un truc mais complètement différent. Et ouais, il y a un peu hardcore, quoi. La chimio, c'est dur. Donc voilà, je trouve que c'est très bien et je vous conseille évidemment de regarder Nino. Ensuite, j'ai vu le film Rental Family, qui est donc très sympa, très mignon. C'est l'histoire d'un acteur blanc au Japon qui joue des rôles d'hommes blancs, d'habitude, non pas au cinéma ou à la télé, mais cette fois-ci pour des familles qui ont besoin d'un membre de substitution temporaire. C'est rigolo, donc il va jouer l'homme blanc de plein de familles différentes qui ont besoin d'un père de substitution, d'un mari de substitution, d'un copain de substitution, c'est donc très particulier. Et en fait, le film, il donne vraiment de la valeur aux petites âmes de la gigantesque mégalopole de Tokyo où tout se mélange. En fait, il y a tellement de transit, de mouvements, qu'en fait, l'humain, il est un peu ignoré, il est un peu oublié, et c'est un peu le syndrome des mégalopoles, hein. C'est qu'en fait, les humains deviennent des statistiques, deviennent des nombres, des trucs en mouvement, et il n'y a plus d'humains, quoi. On se concentre plus du tout sur ça, et le film parle de ça, quoi. Vu que tout bouge tout le temps, l'individualité, elle est complètement effacée, les personnages et leurs histoires n'existent pas vraiment, et c'est le but du film, c'est qu'en fait, lui, il va vivre dans plein de familles différentes, plein de moments différents de leur vie, et du coup, ça va dresser une sorte de fresque de plusieurs époques sur la vie, pas que le Japon, mais de la vie de manière générale, sur les envies des gens, sur leur situation, grâce à un personnage principal qui, justement, va leur donner vie. Et c'est ça qui est fort, c'est que lui, il se recherche aussi. Lui, il a une quête existentielle, une quête professionnelle, il est vraiment quelqu'un qui veut mieux vivre, et en même temps, bah, il va découvrir la bonté que ça fait d'aider des gens, d'être avec eux et ce genre de choses. Et je trouve que bah, la vie de famille, la quête d'une communauté est difficile, clairement.
Le personnage de Brendan Fraser, il joue cet ange un peu triste qui veille sur les autres, même si c'est pas vraiment son objectif. Au début, il commence à l'apprécier au fur et à mesure, évidemment, et ça donne aussi un but à sa vie, de donner un but à la vie des gens, ou les réconforter pendant un drame un peu compliqué, un enterrement, ce genre de choses. Et j'aime bien parce que c'est un peu parfois voyeuriste, c'est un peu parfois rempli de symboles, surtout par rapport aux fleurs qui naissent et qui meurent, mais ça reste une œuvre sur la solitude, qui doit être vraiment comblée. Et comment ? Bah, c'est par le besoin de communauté, quoi. Du coup, il va aller de famille en famille, il va vivre des choses à la fois un peu exotiques, à la fois un peu extravagantes, à la fois très intimes, et ça va aborder des sujets différents sur le Japon que j'ai pas envie de spoiler, évidemment. Et il est bien meilleur, je trouve, hein, que littéralement The Whale. Brendan Fraser est bien plus touchant, c'est un bien meilleur rôle pour lui, et il représente bien un peu cet ange trop sympa, trop mignon, nounours un peu géant, et je trouve que c'est top pour lui. Et oui, c'est un film qui est touchant. Il y a des idées de mise en scène aussi un petit peu, c'est pas le plus marquant, mais c'est bien, et oui, je pense que ça vaut aussi le détour. Donc Rental Family, très très cool. Puis honnêtement, je parle de Brendan Fraser, mais en fait, tous les acteurs, ils sont vraiment trop cool, et ils ont tous leurs petites scènes, sans faire des caisses comme Nuremberg, donc ça c'est cool aussi. Donc oui, Rental Family, ça vaut le coup. J'ai vu Touching the Void, sinon, qui est un documentaire sur lequel je vais aller très très vite. C'est une sorte de reconstitution d'un accident grave d'alpinisme, qui va complètement isoler un grimpeur. Il va être vraiment dans la merde tout le film. C'est pas un vrai documentaire dans le sens où, bah, littéralement, c'est une reconstitution. C'est pas les images sur place. Ils ont refait ça dans un studio et tout. Mais il y a des vrais, du coup, interviews du mec qui l'a vécu, de comment il vit tout ça, de comment il s'est senti. Du coup, c'est à la fois, en fait, un mec qui est confronté au froid du Pérou. Genre, sa propre existence, elle est complètement remise en question. Genre, toute sa vie, il se dit, oh putain, c'est fini. Et il est dans un endroit hyper compliqué, il sait pas comment s'en sortir, sous la neige et tout, il fait froid. Son ami sur place, il est complètement impuissant, il peut rien faire, ils savent pas comment réfléchir, parce qu'ils peuvent plus vraiment réfléchir, ils sont vraiment malades, ils vont pas bien, il fait froid et tout. Donc c'est une énorme galère, et son pote, il peut vraiment rien faire. Du coup, c'est le combat d'un mec qui est là, qui souffre, pendant 1h30, quoi. Et c'est pas mal, parce que Touching the Void, c'est littéralement, il fait une chute, et du coup, il est coincé dans une sorte de néant. Et en même temps, bah, c'est le néant psychologique, le froid, la nature qui le défonce, et pourquoi il fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il allait faire ça ? Pourquoi est-ce qu'il s'inflige ça ? Comment il a vécu ça ? Donc c'est vraiment un truc un peu dramatique sur le danger de l'alpinisme et à quel point bah, il était au fond du trou, sans mauvais jeu de mots, et il essaie de s'en sortir, et comment il s'en sort, et comment il se sent. Donc c'est vraiment un truc où c'est complètement... littéralement un peu voilà, une sorte d'épreuve psychologique, ça se concentre sur ça, même s'il y a des beaux plans et tout. C'est vraiment lui qui souffre pendant 1h30, donc c'est pas mal, honnêtement. Si vous aimez les films d'alpinisme, je pense que ça vaut le détour, ça peut être très très cool. Et j'ai vu un autre film d'alpinisme, c'est donc le film de Werner Herzog, un deuxième film de la vidéo de Herzog, et je vais aller vite aussi, mais en gros c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Herzog. Au fur et à mesure, j'ai vu beaucoup de sa fiction, mais les documentaires, j'en avais pas vu beaucoup, et là je suis toujours aussi fan. En gros, le film s'appelle Gesherbrum, la montagne lumineuse, et ça raconte l'histoire en fait d'un homme qui veut battre un record, grimper 2 pics à plus de 8000 mètres, mais d'affilée. Donc ça, on l'a vu récemment avec le film Netflix, 14 pics, que le mec les a montés en 7 mois. Là, il veut les faire, mais dos à dos, quoi. Il veut les enchaîner plus ou moins, et donc c'est l'histoire de pourquoi ce mec il fait ça. Ce qui intéresse Werner Herzog, que vous voyez juste là, c'est littéralement pas l'exploit sportif. L'exploit sportif, il s'en fout un petit peu, Herzog. Bon, c'est important et tout, mais c'est surtout la préparation mentale et surtout spirituelle. Herzog, son truc, c'est la religion, la spiritualité entre autres, hein, mais il a plein d'autres de kiff. Et pourquoi il fait ça de manière spirituelle ? Qu'est-ce qui le motive spirituellement ? Qu'est-ce qui l'intéresse réellement ? Il s'intéresse aux liens entre l'homme, la communauté locale, parce que voilà, c'est... Quand même, les pics à 8000, ils sont quasiment tous au même endroit, hein, entre le Pakistan, le Tibet, la Chine et tout. Mais là, il se pose vraiment des questions sur pourquoi il va risquer sa vie, comment la communauté va interagir avec lui. Et la réponse est un peu toujours la même. C'est des artistes, ils sont vraiment inspirés. Pour eux, c'est un truc qui est plus que juste l'exploit sportif, c'est un truc qui est intérieur, quoi. C'est de l'art pour eux un petit peu, comme dans beaucoup des documentaires d'Herzog. Donc c'est vraiment des plans magnifiques, une approche pour le coup avec des vraies images, hein. C'est pas de reconstitution comme le précédent. C'est religieux, c'est magnifique, on est emporté par ça, et c'est 45 minutes. Donc honnêtement, ça se regarde très très vite, c'est très bien, c'est vraiment très cool. Donc si vous aimez les documentaires comme ça, 45 minutes c'est plié, c'est un épisode de série, quoi. Donc c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai vu le film de Mastermind de Kelly Richard, et c'est vraiment bien, c'est même excellent. En fait, c'est peut-être le meilleur film que j'ai vu de cette vidéo. En gros, c'est l'histoire d'un braqueur d'art un peu nul. Il est pas doué du tout pour le coup, mais pas de manière comique en mode ils font des blagues et tout. C'est très premier degré. C'est pris vraiment au sérieux, hein, ce sujet. Et ça qui est intéressant parce qu'en fait, Kelly Richard s'intéresse un peu aux gens qui n'arrivent pas dans la vie. On suit ici une sorte de père de famille complètement égocentré, mais sûr de lui-même comme pas possible, au point de mettre toute sa vie et tous ses proches en danger pour pas grand chose. Il va voler quelques peintures, se faire un peu d'argent, mais ça vaut pas le coup. C'est vraiment un truc d'égo pur et dur. Et du coup, c'est une sorte de déconstruction
totale de la masculinité, parce que c'est un père de famille et tout. C'est une déconstruction du rôle du père de famille dans un foyer qui va bien, genre leur vie ça se passe bien, mais il fait le con, grosso modo. C'est une déconstruction du film du braquage, dans un système qui oppose un peu genre l'action individuelle et collective, c'est-à-dire qu'il y a un truc sur littéralement le mouvement hippie contre la guerre du Vietnam, la police, et la seule action un peu politique forte, en théorie, c'est d'agir ensemble pour faire face aux oppresseurs, quoi. Mais lui, il échoue constamment, lui, il est trop nul, il est toujours seul, il fait n'importe quoi, c'est une sorte de gros loser qui fait que échouer dans le film, et c'est le concept du film, hein, c'est vraiment que ça, et il mérite mais quasiment tout ce qui se passe dans sa vie, quoi. Il y a aucun moment où je me suis dit « Ah, c'est dommage » et tout, non, en fait, tout ce qu'il fait, c'est un peu mérité. Honnêtement, c'est ça qui est intéressant. Il braque un musée d'art, c'est un endroit, au fait, les gens, ils viennent mais admirer, trouver une sorte de sens à leur vie via l'interaction avec l'art. C'est un peu une critique à la fois genre des médias, de la politique devenue un peu trop simple, un objet de divertissement bête et méchant, et c'est un peu l'opposé du coup, ça, le film, c'est très lent, très calculé, et c'est plus quelque chose qui enrichit les gens, en fait, l'art, c'est ça qu'elle veut mettre en avant, c'est l'art comme enrichissement, et en fait, lui, il s'attaque à l'un des derniers endroits purs sur Terre, quoi, un musée d'art, je veux dire, à un moment... C'est bon, c'est des peintures, laisse les gens tranquilles et tout. Non, mais il vole dans le musée constamment, sans jamais savoir pourquoi en fait il fait ça. Juste, il pense que ça fait de l'argent et tout, mais c'est juste une question d'ego avant tout pour lui. Et j'ai adoré le côté, mais vraiment très resserré de la mise en scène. Tout est très calculé, mais très minimaliste aussi. Chaque mouvement est organisé pour donner l'impression d'un planning, tel un braquage. Pourtant, le braquage, il se passe pas du tout comme prévu. Enfin, prévu en termes d'histoire peut-être, à voir, mais en termes de mise en scène, c'est très différent de ce qu'on voit d'habitude dans ce genre de film. Genre, elle utilise une sorte d'histoire, mais complètement différente, un rythme complètement différent qu'on a l'habitude de voir pour ce genre d'œuvre, parce qu'en fait, elle s'intéresse à l'Amérique, et s'intéresse au fait à ces gens marginaux qui font des choses stupides, pour rien, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça le fond du coup du personnage principal, et ça qui est intéressant. Il y a une sorte de musique qui est très jazzy, qui a un rythme complètement différent du film, mais du coup elle s'oppose aux images, et ça crée un truc assez unique dans ces images qui sont lentes, dans les mouvements de caméra et tout, très calculé, et la musique elle change le truc et tout, c'est génial quoi. Enfin il y a une sorte de maîtrise assez folle de la mise en scène, du rythme. Josh O'Connor il est génial, bah oui, c'est un film qui va pas plaire à tout le monde parce que c'est un rythme, oui, qui est dur à accepter, qui est dur à apprécier, mais oui, le sujet il est fort, il est touchant, il marche bien, et c'est dur de le suivre ce mec parce que c'est un putain de loser de merde quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ça parle de ces gens-là, quoi. Donc oui, il est antipathique, il est détestable, il le joue très très bien. En même temps, tous les personnages qui tournent autour de lui, ils sont bien plus sympas, mais c'est pas assez, disons les choses. C'est génial. Moi, j'adorais The Mastermind. Ça va pas du tout plaire à tout le monde parce que les gens qui vont trouver que c'est chiant et plein de choses comme ça. Moi, je trouve que c'était vraiment maîtrisé de A à Z. Mais encore une fois, bon, c'est un film un peu particulier, mais j'aime beaucoup ce qu'elle a fait ici, Kelly Richard. Et moi, je le conseille, même si je sais que ça va pas plaire à tout le monde pour plein de raisons différentes. J'ai vu aussi un autre film de Paolo Sorrentino, donc c'est La Grazia qu'il a sorti récemment, et c'est l'histoire d'un président qui vit les derniers jours de son mandat. Il en profite pour réfléchir un peu à sa vie, son héritage, ce qu'il a vécu, comment il se sent, comment il va vivre le restant de ses jours, c'est quoi l'objectif de sa vie un petit peu, est-ce qu'il a bien vécu sa vie au final. C'est un homme puissant un petit peu, le président, et en fait tout le film il tourne autour de la confrontation entre deux mondes. Premièrement le monde politique, ses lois, ses traditions, et en même temps un peu l'empathie humaine, le truc un peu plus peut-être moderne entre guillemets, mais c'est vraiment un film sur le chagrin, sur la solitude, sur la place de la foi, parce qu'il va voir beaucoup des personnes religieuses dans le film et tout, et le poids du passé constamment mis en opposition avec le présent, le truc un peu plus contemporain, parce que c'est un vieil homme, du coup il a vécu beaucoup de l'Italie, quoi. Il a vu énormément de choses, et il réfléchit un peu à ça tout le film, tu vois, il va faire plein de trucs de président, il va aller à droite à gauche, vivre des événements, il va être en famille, il va réfléchir surtout à plein de trucs et tout, donc il y a un truc vraiment où il vit ses derniers jours comme s'il était condamné à mort un petit peu, et il a des vrais regrets en tant que père, mais en tant que politique aussi. Et ça mélange justement les échecs de sa vie, de son mandat. Il a envie de finir son mandat de manière très positive. Il a envie d'avoir une sorte d'héritage à la fois politique, familial. Il a envie d'être un peu radical, mais positif, parce qu'il est un peu déçu de ce qu'il a fait dans sa vie. Et en fait, ça oppose un peu l'ouverture, la laïcité, parce qu'il est quand même très religieux, et en même temps, l'ancien monde, quoi. C'est très particulier, et je trouve que c'est assez intéressant de ce point de vue-là, et c'est pour ça que j'ai trouvé le film vraiment bien. Et tout se ressent un peu dans cette mise en scène où le mec est très seul, tout le long. Ça reprend les codes très classiques de Sorrentino sur la religion, sur le luxe un petit peu, sur la ville de Rome, sur plein de choses. C'est le même acteur que de La Grande Bellezza, donc évidemment, et en même temps, il rajoute une touche, mais qui est vraiment très techno, moderne, hip-hop. Et parce que le mec est en train de découvrir un peu le nouveau monde, mais à la fin de sa vie, quoi.
Et c'est très triste comme film parce que le mec, t'as l'impression qu'il a vraiment foiré sa vie. Il est passé à côté de toutes les choses qui devraient être belles dans l'existence d'un homme et tout. Et tu le regardes vraiment en te disant, est-ce que ça valait le coup ce qu'il a vécu, quoi? Est-ce qu'il a eu une bonne vie? Et même lui, il sait pas trop, quoi. Donc c'est fascinant, cette un peu déconstruction de ce qu'il a vécu, de qui il est, sa vie, en tant que père, président, homme religieux. Il y a plein de trucs comme ça. Par contre, ouais, c'est un peu plus radical que beaucoup de Sorrentino, surtout sur le côté un peu hip-hop, musique et tout. Mais c'est fascinant, c'est envoûtant comme ce que fait Sorrentino d'habitude. C'est super à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé La Grazia aussi. Je trouve que c'est bien. C'est pas mon Sorrentino préféré. C'est peut-être ceux que j'ai moins aimé, hein, mais ça reste bien, quoi. Tony Servillo, il est génial. Il est contemplatif. Il a un truc. Il fait de la peine et en même temps, tu sens que c'est peut-être pas le meilleur des hommes. C'est très très bien de ce point de vue-là. Donc honnêtement, ça, je conseille. Comme le prochain film qui s'appelle Le Gâteau du Président. Alors ça, c'est fascinant aussi comme film. C'est grosso modo, en fait, l'histoire d'une petite fille en Irak qui doit cuisiner un gâteau pour honorer Saddam Hussein. En fait, dans le pays qui est en pleine crise financière, personne n'a la thune, donc c'est très difficile pour elle de trouver les ingrédients et même de les acheter. Et c'est là qu'il va commencer une sorte de quête à travers la ville pour espérer tout obtenir. Parce qu'en fait, si tu fais pas ce gâteau pour Saddam Hussein, alors Saddam Hussein va jamais voir le gâteau, hein, mais c'est dans ta classe, tu dois le faire pour le président de ta classe et tout, bref, peu importe, le mec, le maître, quoi. Et si tu le fais pas, t'es dans la merde. Mais en fait, elle a pas de thune, donc elle fait comment? Elle fait comment pour faire un gâteau sans thune, sans famille qui peut l'aider? Et si elle le fait pas, elle est dans la merde, elle va peut-être avoir des vrais problèmes légaux et tout. Elle fait comment? Donc c'est un peu ça le but du film, c'est elle qui va se balader dans la ville et qui va essayer de trouver un moyen de faire ce gâteau, de trouver les ingrédients. Et c'est méga triste, c'est méga déprimant, parce qu'en fait le but du film c'est clairement de montrer l'Irak des années 90 sous la dictature de Saddam Hussein, la guerre avec les Américains forcément, on voit le culte extrême de la personnalité, le système mis en place qui s'en fiche mais complètement du peuple, le patriarcat mais qui détruit toutes les femmes, enfin les femmes dans ce film. C'est un enfer, hein. Il n'y en a pas une qui a de la chance. C'est vraiment un enchaînement de choses atroces. Elle croise des pédophiles, c'est une gamine. Hein. Et il y a des autres femmes qui se font violer. On le voit pas, hein, mais c'est infâme, quoi. C'est que les femmes, toutes, que une vie de merde, quoi. Il n'y a pas un mec, enfin, il y a un peu des mecs sympas, vite fait, mais globalement, c'est tous des connards, quoi. Et c'est le système veut ça, quoi. Parce que t'as pas d'argent, viol. Voilà, il y a un mec, un homme qui veut t'aider, c'est un pédo. Il y a tout ce truc qui est vraiment particulier, qui est très dur par rapport à ça, parce qu'en fait c'est un rite initiatique qui fait grandir les enfants dans un monde brutal, horrible, surtout quand t'es une femme, mais pas que, parce qu'il y a aussi des gamins, des jeunes enfants, genre l'ami de cette fille, qui a pas de père en fait. Du coup, pourquoi elle a pas de père? Parce qu'apparemment son père c'était peut-être un opposant politique, on sait pas trop, allez voir le film. Mais du coup elle grandit dans un monde brutal, sans vraiment avoir de famille, elle est en quête... extrême, hein, vraiment, de communauté, de famille de substitution, d'un truc et tout. Et en fait, chaque interaction, il est complètement risqué, elle est horrible, et chaque personne va représenter une sorte de partie horrible du système, en place, des abus de pouvoir, l'innocence elle est complètement bafouée, elle atteint le monde, hein, parce que forcément t'as envie d'y croire de cette innocence qui est propagée, l'enfance et tout, mais l'abus de pouvoir, il atomise le monde en question, du boulanger au dictateur, c'est vraiment mais de A à Z, tout le monde est horrible, et c'est un film qui est très beau, forcément très difficile hein, sur ça fait quoi d'être dans un pays comme ça, en guerre, quand t'es un gamin, comment tu vis le pays qui change, qui évolue. La petite fille, elle est superbe, elle a une alchimie, mais vraiment avec tout le monde, même avec les plus gros connards, tout le monde joue très très bien, il y a plein d'idées sur ça. C'est un super film, un peu dur, et le rythme est un peu spécial, mais honnêtement, ça vaut le coup parce qu'il y a des trucs qui sont intéressants, et c'est d'actualité, non pas parce qu'il y a des dictateurs encore aujourd'hui, enfin si, il y en a, mais c'est juste sur le culte de la personnalité, sur l'enfance, l'innocence, le patriarcat, ce que font les hommes... aux femmes et tout, bon bref, c'est dur à voir, mais je pense que ça vaut le coup et je pense que beaucoup de personnes vont vraiment l'adorer, donc c'est Le Gâteau du Président, ça pour le coup c'est encore en salle, allez-y, profitez-en, au cinéma c'est toujours très très cool. Ensuite j'ai vu pas mal de films, j'ai vu donc Les Hauts de Hurlevent, pourquoi? Parce que j'ai sorti ma critique de Hurlevent cette semaine, vous pouvez aller voir la critique pour savoir ce que j'ai pensé du film, mais j'avais donc vu à l'époque, il y a longtemps, hein, le film d'André Arnold qui s'appelle donc Les Hauts de Hurlevent, qui raconte la même histoire, mais alors là l'ambiance est complètement différente, pourquoi? Parce qu'André Arnold il est pas du tout dans le délire gothique, comme là Emerald Fennell avec son Hurlevent, elle est vraiment intéressée par la pauvreté, elle est intéressée par le racisme. Alors, il faut savoir que là, Heathcliff, de toutes les adaptations anglophones qu'il y a eu des Hauts de Hurlevent, c'est le seul film où Heathcliff n'est pas blanc. C'est le seul film où il n'est pas blanc. Donc, c'est le seul film où le mec se fait traiter de N-word, littéralement tout le film. Donc, c'est un film qui parle de racisme, qui parle de conflit de classe, qui parle... oui, d'amour, forcément, parce que c'est une grande histoire d'amour, quand même, Les Hauts de Hurlevent. Alors, comme beaucoup des films Hurlevent, le film s'arrête à la moitié du bouquin, quand il se passe un événement majeur, mais c'est quand même assez intéressant, parce qu'en fait, ce qui intéresse Arnold, c'est vraiment la classe sociale. C'est comment est-ce qu'on peut vivre l'amour en étant pauvre,
comment on peut vivre l'amour en étant complètement déconnecté d'un besoin matériel parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire des choses indignes, comment est-ce qu'on vit des agressions sexuelles, comment est-ce qu'on vit le fait de ne pas être blanc dans un monde de blancs, surtout à l'époque où le racisme était normal et accepté, quoi. Comment on fait de vivre plein de choses extrêmement dures par rapport à nos envies, par rapport à un amour passionnel, toxique et tout. Là, pour le coup, les deux sont toxiques. Hein. Heathcliff et littéralement Kaffee sont toxiques à mort. Et c'est intéressant. C'est ça qui est bien. C'est super bien joué, pour le coup. Rien à dire. S'il y a une ambiance qui s'installe. Et j'adore la brume qui est constante. Mais tout le film, il y a quasiment que de la brume. Et tu vois que c'est un peu isolé au Royaume-Uni et tout. Il y a un truc vraiment unique par rapport à ça. C'est très atmosphérique. C'est très lent en termes de rythme. Mais c'est dur. C'est plus viscéral. C'est plus brutal. C'est pour moi, j'en ai vu 3 adaptations de Hurlevent. C'est pour moi la meilleure des 3 que j'ai vues. J'ai pas vu la version de Laurence Olivier des années 30. Mais en tout cas, celle-ci, elle est marquante parce que littéralement, l'ambiance musicale, visuelle, comment elle raconte les personnages, ce qu'ils vivent et tout, c'est austère. Pour le coup, c'est une version de Hurlevent qui est à l'opposé même des Hurlevent qui est sorti cette semaine, qui est vraiment dure, qui est lourde, qui est compliquée, qui est... Ouais, c'est dur de pas spoiler parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très durs à regarder aussi. Mais voilà, il y a une vraie violence et des choses qui se passent par rapport à des animaux, par rapport à des femmes, c'est n'importe quoi. C'est vraiment très bien. Honnêtement, c'est touchant, c'est dur à regarder, mais c'est beau, il y a un truc qui se crée, c'est un film assez unique. Andrea Arnold, plus je regarde son cinéma, plus je l'adore. Elle fait un super travail. Donc oui, ça vaut le détour. Rien à voir encore une fois avec le Hurlevent qui est sorti cette semaine, je précise, parce que les gens vont se dire « Ah, ça va être un peu romantique et tout ». C'est pas romantique. Enfin, en fait, c'est un peu romantique, en même temps, ils s'aiment pas. Bah, en fait, c'est ça la complexité, je pense, du bouquin que j'ai pas lu. Mais on ressent un truc qui est vraiment bien ici. Et le Arnold, bah, je trouve ce film super. Bah, deuxième meilleur film, je pense, égalité avec The Mastermind de, du coup, Kelly Richard. Bah, 2 femmes qui ont réalisé, c'est intéressant. En tout cas, ça, c'est très très bien. Je vous le conseille, vous allez sûrement adorer. Mais c'est lent, c'est atmosphérique, c'est une ambiance... assez cru à certains moments, je préviens, c'est fauché, entre guillemets, c'est pas un film à haut budget, ça se voit que comme les personnages, il a pas de thune pour ce film, mais c'est beau, en tout cas, c'est beau, c'est fort, et ça vaut clairement le détour, d'après moi. Alors, j'ai aussi vu le Hurlevent avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche. Alors, la force de ce Hurlevent-là, c'est que pour le coup, ça raconte tout le bouquin, parce qu'en fait, il se passe un truc à la moitié, du coup, de quasiment tous les films en théorie, mais après, il y a la suite, quoi. Là, ce film-là, il a la suite. Le Hurlevent de Andrea Arnold, le Hurlevent de Emerald Fennell s'arrête à la moitié du bouquin. Celui-ci, il continue, donc ça a l'avantage quand même de continuer de raconter l'histoire après un certain événement. Donc ça, c'est bien. Maintenant, c'est méga rushé. Alors là, tout le bouquin, c'est 1h40, c'est le plus court que j'ai vu. Le Fennell, c'est 2h15, le Arnold, c'est 2h10. Là, c'est 1h40 et ça raconte plus de l'histoire du bouquin que les 2 autres. Donc ça va très très vite. T'as du mal à connecter avec l'alchimie et tout, mais au moins il y a un côté un peu de destin. En fait, ils s'aiment, c'est le film qui te le dit, c'est toxique, ils se détestent, ils s'embrouillent tout le temps, il y a un bordel avec plein de conflits, plein de personnages et tout. En fait, c'est vraiment... Ils ont pris un peu, je pense, les points forts du bouquin, ils ont pris les scènes cultes du bouquin, j'imagine, hein, j'ai pas lu le bouquin, et ils en ont fait un film. Et en vrai, ça marche bien, parce qu'en fait, tu ressens l'émotion. C'est un peu un téléfilm à certains moments, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mise en scène, il n'y a pas beaucoup de budget, ça se ressent un petit peu comme ça. C'est assez minimaliste, mais dans le mauvais sens du terme pour le coup. Mais ça y va à fond dans le bouquin, le côté un peu plus fantastique, qui n'est pas présent dans les autres films pour le coup. Et il y a une alchimie, il joue bien, Ralph Fiennes qui joue Heathcliff, bon, whitewashing encore une fois, mais... En plus, ils mettent du maquillage un peu brown face et tout, c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est une autre époque, hein, c'est les années 90. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc, c'est un peu sur la noblesse, il y a des relations qui sont touchantes. Je trouve que le côté fantastique, il marche bien parce que tu sais pas si c'est de la folie ou du fantastique. Honnêtement, c'est sympa. Non, mais je le dis, c'est sympa. Je pense que ça vaut aussi le détour si vous aimez l'histoire de Haut de Hurlevent. Et moi, ça m'a donné envie de découvrir l'histoire de Hurlevent à cause du film d'Emerald Fennell. Et du coup, je me suis maté ces 2 films. Et peut-être je vais me mater la version de Laurence Olivier des années 30. Et il y a une version avec Tom Hardy qui joue Heathcliff aussi. Bref, c'est pas mal. C'est pas grandiose, mais c'est un bon film. C'est sympathique, quoi, parce qu'il tente de nouvelles choses, c'est différent. Oui, c'est complètement rushé, c'est le bordel. Objectivement, il n'y a pas trop d'idées de mise en scène. Mais ça fait le taf pour ce que c'est. Et si vous voulez voir une version de Hurlevent avec Ralph Fiennes et Juliette Binoche, honnêtement, c'est, je pense, plutôt pas mal. Mais c'est dommage parce que oui, bah, ça manque d'ambition. C'est un peu réduit à pas mal de choses. Mais bon, ils n'avaient pas trop le choix parce que, bah oui. Et je me rends compte que j'ai pris une image qui n'est pas du tout une image de film, mais une image de coulisses avec les décors qui sont. Enfin, les photos qu'ils prennent là sur le décor et tout. Un peu rigolo, mais peu importe. C'est sympa et je pense que ça vaut le détour. Ensuite, j'ai vu le Park Chan-wook, aucun autre choix. Et alors là, j'ai pas mal de choses à dire, mais c'est un peu compliqué parce que c'est un film, je vais peut-être faire le synopsis rapidement, de l'histoire d'un mec qui s'est fait virer de son travail.
Ça fait des mois et des mois qu'il trouve pas de taf, et lui, il reste dans un domaine très précis, il reste dans son domaine du papier, quoi, pour faire très simple. Et sauf que il n'arrive pas à trouver du taf, il est pas très très bon en entretien, il est un peu malaisant, il est pas très bien, quoi. C'est pas un mec qui est fait pour ce travail, surtout pour en retrouver un. Pourtant il était cadre, il était ingénieur et tout, il était qualifié, mais retrouver un travail pour lui c'est très dur. Il y a beaucoup de compétition parce qu'il y a plein de gens qui ont été virés de son taf, du coup ils cherchent tous du travail dans le papier. Et oui, les autres compétiteurs pour le même taf en question sont meilleurs que lui. Et il se dit ok, les compétiteurs sont meilleurs, je fais comment pour être choisi et faire ce taf? Eh bien, il décide de tuer tous les autres compétiteurs. En tout cas, c'est le but du film, c'est qu'il va les chercher un par un et les éliminer. Sauf qu'en fait, c'est pas un tueur, ce mec, c'est entre guillemets, c'est pas un prolo, parce que c'est un cadre quand même, mais c'est un mec qui tue pas à la base. Et c'est ça qui va être intéressant dans le film, c'est que c'est un mec qui était viré, qui a beaucoup d'argent, mine de rien, parce qu'il a une belle maison, il fait beaucoup de choses manuelles, c'est une grande maison et tout, et qui va être poussé à tuer. Et elle est là l'ironie un peu du film, c'est qu'en fait, le mec, il pourrait tout simplement changer de maison. Mais après, c'est la maison de son enfant, c'est un truc émotionnel. Mais en théorie, il dit tout le film aucun autre choix, mais en fait, il a un choix. C'est juste qu'il veut pas. Et c'est ça que moi j'aime bien dans le film, mine de rien, c'est qu'il est complètement hypocrite. Il pourrait vendre sa maison, parce qu'il a acheté, il est propriétaire. Il pourrait vendre sa maison, s'installer en appartement. En plus, quand il montre les images d'appartement, tu lui dis, bon, en fait, ça va. Oui, c'est un appartement, enfin, t'es une personne normale, quoi. Quasiment tout le monde vit dans un appartement, c'est normal, quoi. Et il veut pas, parce qu'il veut garder sa maison de famille, il veut garder son truc et tout, mais en fait, s'il voulait vendre la maison, il serait blindé, quoi, sûrement, parce que c'est une maison qui coûte cher, visiblement. Donc, en fait, il pourrait sortir de la pauvreté assez facilement. Mais il veut pas, en fait, il veut pas. Il veut garder son mode de vie un peu bourgeois, un peu riche, en tout cas bourgeois, je sais pas, mais en tout cas un peu plus aisé. Et il veut pas quitter ce monde. Il veut garder vraiment cet actif qui est important pour lui, la vie qu'il a construite en famille. Il veut garder ses chiens et tout, il doit s'en débarrasser. Il veut garder sa vie de famille intacte. Il veut garder les cours de musique et de danse de sa famille. Bref, il veut tout garder, quoi. Et c'est ça le truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est un peu un gros con, quoi, ce mec-là. C'est un peu un gros con qui veut garder ses privilèges. Et il va tuer des gens pour garder ses privilèges. Donc il y a une déconnexion un peu sociale par rapport à ça, où tu suis un gros con. Après, de toute façon, le concept, c'est un peu ça. Hein. Et c'est ça que je trouve marche bien dans l'œuvre. C'est un peu le symbole de ce mec qui est con et qui est insupportable. C'est un peu le concept. Maintenant, en termes d'ambiance, c'est plus une comédie noire. C'est peut-être le film le plus drôle de Park Chan-wook de loin. Park Chan-wook, Old Boy, Trilogie de la Vengeance, Decision to Live, Mademoiselle, tout. Un grand réal coréen, on est tous d'accord sur ça. L'un des plus majeurs du monde aujourd'hui, en tout cas de la Corée, même du monde d'ailleurs. Et là, il fait une sorte de comédie noire, mais il en fait des caisses. Alors, pas en termes de tonalité, parce que je trouve que l'humour est bien géré. Je trouve que c'est plutôt bien géré aussi en termes de drame. Il y a un bon équilibre entre les deux. C'est 2h20, je trouve que c'est un bon rythme. Moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que socialement, je le trouve un petit peu limite. Je trouve que ça va pas assez loin dans un peu la satire de une, mais la critique un peu sociale du mec qui se fait renvoyer, qui pète un câble à cause du capitalisme. En fait, c'est pas vraiment le capitalisme qui fait péter un câble dans ce film-là, c'est littéralement lui. C'est lui qui est juste complètement borné par l'idée de continuer à faire ce qu'il fait, vivre comme ça, et puis basta. Donc c'est vraiment un problème personnel de lui qui fait le con. Mais en même temps, ça aurait été intéressant d'avoir plus de choses sur justement le chômage, sur comment il vit cette phase-là, et ça se concentre plus sur la relation avec sa femme, sur le symbolisme de fait de lui qui se reconnaît dans plein de chômeurs, qui va tuer aussi, qui va essayer de tuer en tout cas, et toutes ces choses-là, et la femme qui va peut-être coucher avec quelqu'un d'autre, lui qui va être accusé d'adultère parce qu'il est jamais à la maison, plein de choses comme ça. En fait, il y a plein de choses, il y a beaucoup d'intrigues. Je trouve que le film est malheureusement un peu trop lourd, il est pas assez bien condensé, et je trouve que c'est un peu too much. Même si le rythme est bien, tu t'ennuies pas, je trouve que ça fait trop d'intrigues et le film est jamais vraiment focus sur l'idée sociale, sur le personnage et tout, c'est un peu too much. Et le truc qui est un peu too much pour moi, alors je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve que Park Chan-wook, il en fait des caisses en termes de mise en scène. J'adore Park Chan-wook, attention, mais je trouve qu'il y a tellement d'effets visuels entre le montage, les téléphones, mais surtout les mouvements de caméra. En fait, là, il est obsédé par le flex. Il a des gorus de malade, il a des drones à certains moments, il fait des trucs de malade tout le temps. Il a des mouvements de caméra, tu te dis, mais en fait, t'avais pas besoin de faire ça, mais il le fait quand même. Tu vois, en fait, il a un budget, il se fait méga kiffer, quoi. Il a des idées constamment. Moi, je trouve qu'il a tellement de mouvements, d'idées, de tentatives, que c'était un peu trop pour moi. Et ça m'a un peu déconnecté du message social qui est réduit tout de même, et en même temps de l'œuvre en soi émotionnellement. Pour moi, j'étais tellement omnibulé par les effets visuels que ça m'a un peu sorti du film. Je trouve que c'était un peu trop pour moi, et c'était trop, oui, je dirais, malheureusement pas assez classique. Alors, je suis toujours à dire, ouais, je veux des idées de mise en scène et tout. Prenez un exemple genre de Résurrection de Bigan. Bigan, pareil, des idées de mise en scène à chaque plan, il en fait des caisses aussi, il bouge la caméra tout le temps, mais il y a un équilibre. Parfois c'est plus condensé, parfois c'est mieux, parfois c'est plus calme et tout là, ça y va tout le temps à fond en termes de caméra. Il y a des séquences plus mémorables, mais rarement calmes, entre guillemets, en termes de mouvement et tout. La photographie est méga léchée, esthétique et tout. En fait, c'est dur de me plaindre d'un film qui est méga travaillé,
avec à chaque plan une idée de mise en scène, avec pas mal de trucs. Mais pour moi, en fait, il y en a tellement que ça m'a, à titre personnel, et je pense que des gens vont adorer, hein, moi, ça m'a un peu sorti de l'œuvre en me disant, c'est trop pour moi, j'arrive pas à accrocher parce qu'il en fait un peu des caisses. Et c'est pas de manière négative que je dis ça, parce que je pense qu'objectivement, c'est un vrai bon film, et je pense que les gens vont l'adorer, mais je trouve qu'il en fait tellement que pour moi, ça distrait du message, ça distrait de l'attachement émotionnel que j'aurais pu avoir avec ce mec qui est un connard, mais que j'aurais pu quand même apprécier d'une manière un peu, voilà, je sais pas, cinématographique, artistique, on va dire. J'aurais pu, mais là, pour moi, il en fait tellement trop que j'étais un peu déconnecté de tout, et que j'ai même pas envie de le revoir, que je dis, ok, c'était cool, c'est une belle expérience, mais il en a trop fait pour moi, et ça m'a un peu perdu, quoi. Et pourtant, je veux dire, il y a des plans magnifiques. En fait, le film est trop beau, quoi. Le film est trop beau, il y a des mouvements de malade. Mais parfois, je trouve que en faire moins aurait été plus impactant, plus fort et tout. Et du coup, t'as un film qui est bien, qui est efficace, qui est un peu léger sur la critique sociale. Il y a un truc sur la technologie, sur l'IA qui est pas mal. Mais bon, c'est quand même assez petit. Et le film est plus un thriller qu'une sorte d'histoire sociale. Donc si vous voulez voir le film pour le truc un peu en mode c'est un mec, il a perdu son taf, critique du capitalisme, c'est un peu présent vite fait, mais c'est plutôt un thriller, comédie noire, d'un mec qui va tuer plein de gens, la police qui va enquêter sur lui qui va cacher la vérité à sa femme et comment il se débrouille avec ça. Il y a des trucs de montage, mais tu dis, mais en fait, c'est vraiment kitsch pour le coup à certains moments. Et oui, c'est beaucoup, quoi. Ils en font des caisses, en termes d'acting, tout le monde joue super bien pour le coup. En fait, objectivement, trop bien. Léger en termes de message, je trouve. Surtout comparé au prochain film que je vais citer, qui je trouve est un peu différent. C'est un peu dommage par rapport à ça à titre personnel, mais oui, moi je vous le conseille si vous voulez voir un film qui est généreux, qui est vraiment bien, qui en fait volontairement des caisses, c'est volontaire, hein, qui est à fond. Il y a un travelling à un moment sur une sorte de moment, vous savez, la fameuse scène où il a le pot. Cette scène elle est lunaire parce que les mouvements de caméra qu'il a et toute la séquence, comment elle est orchestrée, tout, tu te dis, mais le mec est fou, quoi. Et ça marche bien. Mais pour moi, c'était trop, justement, et c'est dur de critiquer parce que moi, je me dis, attendez, pour une fois, arrête, tu te plains qu'un film est bien. Oui, un petit peu, je me plains que le film est bien parce que ça m'a un peu trop détaché. Mais objectivement, foncez, c'est génial, hein, vous allez sûrement adorer. Mais moi, ça m'a un peu, j'étais un peu limité dans mon impression du film à cause aussi de ça. Mais sinon, oui, objectivement, c'est bien, c'est top. Park Chan-wook qui fait le taf, mais j'achèterai pas en Blu-ray, quoi. Alors que j'en ai pas mal de Park Chan-wook, j'achèterai pas ce film, je le reverrai pas, je pense. Parce qu'il m'a pas impacté émotionnellement, j'étais pas assez dedans. Mais oui, c'est un film esthétique. C'est un truc qui est vraiment, qui marque la rétine. C'est bien, objectivement, c'est bien, encore une fois. Mais pour moi, c'était pas mon truc, malheureusement, et dommage, parce que j'aurais adoré le film. Donc, je vous le conseille. Et par contre, alors ça, vous allez me prendre pour un fou, encore une fois, mais j'ai vu Le Coup Près. Alors, Le Coup Près, c'est la même histoire. C'est l'histoire de José Garcia, c'est la même chose. C'est lui qui doit tuer les autres candidats. Bon, ça se passe en France et en Belgique. Donc c'est Costa Gavras qui réalise. J'ai vu que Z de Costa Gavras, donc je suis pas le plus grand connaisseur. Et c'est un film que j'ai revu, je l'avais vu à la télé du coup il y a longtemps. J'ai des souvenirs un peu vagues du film. Je l'avais pas trop aimé quand j'étais gamin. Mais là, donc je l'ai revu sérieusement, la même histoire, la même adaptation, c'est le même bouquin qui est adapté. Et donc c'est Costa Gavras et Park Chan-wook qui font le même bouquin. C'est complètement différent. Et je trouve, peut-être vous allez me prendre pour un fou, mais je trouve que ce film-là, il marche mieux. Pourquoi ? Parce que c'est moins tape à l'œil, il en fait moins des caisses, et on se concentre beaucoup plus sur le message social. C'est très français, parce que du coup, ce qui intéresse Costa Gavras, c'est franco-grec, du coup, il est le réal, mais c'est un film qui est fait en France. Ce qui intéresse Costa Gavras, c'est le côté social, c'est pourquoi le mec, il y a une vraie culpabilité, pourquoi il se sent mal de tuer ces gens, le côté plus familial, adultère, enfin, le couple, à un moment, il va à une séance de thérapie, quoi, chose qui est pas du tout en Park Chan-wook, ça dure 20 minutes de moins que le Park Chan-wook, et c'est un film qui est moins dense forcément, mais qui va vite aussi. C'est plus un mec qui va stalker les gens en voiture, donc c'est différent, c'est sûr. Le focus, il sera plus sur la culpabilité humaine, à quel point le capitalisme, ça détruit littéralement des gens, surtout les gens qui sont en chômage, et puis t'as un système un peu différent, parce que le chômage en France existe, et bon, c'est un peu différent de la Corée. Il y a plein de trucs comme ça, où c'est plus humain, je trouve, comme film. C'est moins tape à l'œil, du coup tu te concentres plus sur certaines émotions. José Garcia, il est très bien dedans. Il y a des séquences un peu plus lunaires. Oui, c'est moins esthétisé à mort. Je veux dire, ça, c'est un plus français, quoi. Et c'est pas grave, hein. Moi, je trouve qu'il marche mieux en termes d'investissement émotionnel, en termes de comment le mec il pète un câble, en termes de plein de choses comme ça où tu dis, ouais, là, il y a un truc où ça fonctionne. Peut-être aussi parce que c'est la France, on se reconnaît plus aux thématiques françaises en réalité. Et ça en fait moins des caisses. Et pour moi, ça marche mieux. Je dis pas que c'est un meilleur film, hein. Je pense que sur Letterboxd, je vais mettre la même note aux deux. C'est complètement différent en termes d'esthétique. L'histoire est quasiment la même, c'est les mêmes scènes, quasiment, hein, avec des scènes à rajouter à droite à gauche, mais c'est virtuellement les mêmes scènes, parce que c'est des scènes du bouquin, j'imagine. Mais il y a un truc où c'est plus attachant, parce que le mec est un peu un humain, qui devient un vrai psychopathe au fur et à mesure, parce qu'il commence à tuer, il prend pas goût, mais en même temps, il est prêt à tout pour un travail, au fait. Il aurait pu changer de métier, il aurait pu faire autre chose de sa vie. Dans le Park Chan-wook, il tente d'autres métiers, un petit peu, mais vite fait, hein, il est pas fan, enfin voilà, il aurait pu, c'est un cadre, il aurait pu tenter d'autres trucs, tu vois. Là, le mec prend un peu goût au fait de tuer, mais pas trop à la fois, c'est plus intéressant.
je trouve, dans ce que ça raconte socialement, politiquement. En termes de mise en scène, bah, c'est efficace, c'est Costa Gavras. Moi, j'ai vu que Z, mais Z, c'est un chef-d'œuvre, un monument du cinéma. Là, il y a un truc où tu dis, ok, c'est vraiment efficace. C'est plus un truc à la Fincher, celui-ci, que l'autre, même si l'autre, il a des grosses inspirations à Fincher aussi, dans l'esthétique, le côté froid. Et là, celui-ci aussi, mais un peu à la française. Et oui, ça fait un peu cheap quand je dis ça, parce qu'on a un peu un complexe par rapport à la France. Mais c'est bien. Je vous jure, c'est bien. Il y a un truc, c'est bien joué, les dynamiques familiales, elles sont un peu rushées pour le coup. Il y a des vrais problèmes, c'est beaucoup moins subtil que le Park-chan-wook. Ça en fait des caisses. Et à chaque fois qu'il va voir un mec, il est en mode putain, moi le chômage, j'en ai marre et tout. C'est rigolo un peu, tu vois. Mais c'est plus une comédie noire aussi. Mais c'est bien. C'est bien différemment. Et moi, j'étais plus émotionnellement avec ce film que le Park Chan-wook, qui est plus esthétique, plus idée de mise en scène, plus marquant. Mais du coup, ça distrait un petit peu me concernant. Celui-ci, pour moi, plus efficace. J'ai bien aimé. Je conseille les deux. Honnêtement, je conseille les deux. Ne voyez pas celui-ci à la baisse parce qu'il est moins esthétique, parce que je trouve qu'émotionnellement, il est plus marquant. Et je trouve que ça joue bien. Je trouve qu'il y a des problèmes un peu de tonalité. Je trouve que le genre comique est moins bien géré ici que le Park Chan-wook. Mais en fait, chaque film a des faiblesses et des qualités, surtout un petit peu opposées, ce qui est assez marrant. Donc si vous voulez voir un film particulier, de la même histoire, si vous avez beaucoup aimé le Park Chan-wook, tentez cette version, je vous jure que vous allez sûrement aimer aussi, parce que moi je la trouve vraiment bien, efficace. Donc ouais, je pense que ça vaut clairement le détour. Et oui, c'était un bon film aussi, quoi. Oui, grosse vidéo, voilà, j'ai parlé de beaucoup de films, de beaucoup de choses. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films, dites-moi ce que vous en avez pensé, quel est votre avis, et je vais lire tout ça. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. J'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.